chez Dervy. Le rituel, à quoi ça sert? Les rituels participent-ils, même sous la Révolution ou même dans une maçonnerie républicaine, d'une église qui pourrait être laïque? Le premier aspect des choses, il faut le rappeler, c'est que dans une église, il n'y a pratiquement que des laïcs. Parce qu'une église, c'est un rassemblement de fidèles dans lequel on distingue deux catégories, l'une écrasante par le nombre qui est les laïcs, et les autres, ce sont les ecclésiastiques ou les clercs ou les religieux. Donc, première notion, une église est remplie de laïcs. Deuxième approche, le mot laïque, en particulier en France, en français, et d'ailleurs c'est très remarquable parce qu'il est quasiment intraduisible dans d'autres langues, est très lié à une histoire culturelle qui est celle de la France, c'est-à-dire d'une vieille nation chrétienne pendant de nombreux siècles et qui, au cours du XIXe siècle, s'est avancée dans une rupture. Avec la tradition chrétienne et notamment avec l'Église catholique, au point que le mot laïque a pris un autre sens, un sens nouveau, un sens surajouté, qui est teinté plus ou moins d'hostilité, ou en tout cas de méfiance, ou de volonté d'indifférence ou de séparation avec les considérations religieuses, en tout cas dans ce qu'on appelle la sphère publique. Alors, est-ce que les rites ont un rapport avec tout cela? Bien entendu, les rites sont des invariants anthropologiques qu'on retrouve aux origines même de l'humanité dans tous les temps et toutes les cultures et qui sont toujours liés à la problématique fondamentale de la relation entre l'homme, l'être humain, l'univers et ses dieux. Par conséquent, oui, au sens le plus large et le plus fondamental du terme, il existe une relation constante entre les rites et l'univers religieux, euh, ce qui n'empêche que ces rites sont accomplis depuis toujours par des laïcs, c'est-à-dire des gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, n'ont pas l'état religieux. On utilise le singulier pour dire un rite et le pluriel pour dire des rituels. Alors, pourquoi ces habitudes de singulier et de pluriel? Cette existence au singulier et au pluriel du mot rite existe tant dans le domaine religieux que dans le domaine maçonnique. Dans le domaine religieux, on parle par exemple du rite romain ou du rite pontifical pour désigner la manière particulière de conduire une cérémonie religieuse dans telle ou telle région ou à tel ou tel niveau de l'Église catholique. Et cet ensemble de règles s'appelle le rite. Maintenant, c'est la même chose dans la maçonnerie. On distingue le rite français, le rite écossais ancien et accepté, qui désigne donc la globalité d'un certain nombre de procédures rituels. Mais chacun de ces rites, on pourrait plutôt dire avec un R majuscule, se compose d'une indéfinité de rites avec un R minuscule. Donc le rite au singulier est composé de rites au pluriel. Si, selon Mircea Eliade, le rite est relié au mythe, euh, mais alors avec un peu d'imagination, n'importe qui pourrait créer un rite. Et n'importe qui a créé des rites depuis l'origine de l'humanité. C'est encore une fois, c'est un invariant. Ça, c'est un des grands acquis de l'anthropologie culturelle qui est né à la fin du XIXe siècle, globalement, en Europe, en France, en Angleterre, un peu en Allemagne, où on est allé à la découverte de ce qu'on appelait à l'époque les sociétés primitives et qu'aujourd'hui on appelle les civilisations premières, c'est-à-dire des peuples qui avaient été séparés du reste de l'humanité ou qui n'avaient entretenu que des relations extrêmement minces, mineures et épisodiques avec d'autres grands courants, avec les grands courants de la civilisation humaine. Les populations primitives d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Australie, et on les redécouvre parce qu'on, depuis des millénaires, on ne les avait plus vus ou très peu, et on les découvre et surtout on va les étudier. Et on s'aperçoit, avec une certaine surprise, que dans ces sociétés premières, il existe des pratiques sociales qui ressemblent étrangement à celles qui se sont développées par ailleurs dans les grands courants de civilisation. Et parmi les points communs,
et probablement le plus frappant, ce sont les rites, alors qui sont à la fois des pratiques religieuses au sens des grands courants religieux, mais aussi des pratiques sociales par lesquelles ces groupes humains et leurs individus géraient en quelque sorte leurs relations avec l'univers et avec ce monde dont ils pressentaient l'existence, comme nous l'avons tous pressenti, c'est-à-dire le monde divin ou le monde surnaturel ou le monde céleste ou le monde invisible. C'est un questionnement fondamental de l'esprit humain et l'une des réponses que le cerveau humain a sécrétées en permanence, quelle que soit l'époque et le lieu, et c'est encore une fois ce qu'a permis de découvrir l'anthropologie culturelle, une des réponses que l'esprit humain a toujours sécrétées pour tenter de traiter ce sujet, ce sont tout simplement les rites. Et les rites ne sont généralement que la réactivation d'un mythe qui, comme le rappelle très bien Mircea Eliade, est un récit de fondation. On va quitter un peu l'anthropologie pour se recentrer sur la maçonnerie, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la maçonnerie française a une teinture un peu particulière. Et la question qu'on peut se poser, c'est lorsque le rite n'est pratiquement plus spirituel, est-ce qu'il peut être encore initiatique? Alors, il y a deux questions dans la question. Quelle est la différence entre ce qui est initiatique et ce qui est spirituel? Et est-ce qu'un rite, deuxième question, est-ce qu'un rite qui affirme ne plus être spirituel, ou en tout cas qui n'affirme pas être fondamentalement spirituel, peut encore être initiatique? Alors, la question de l'initiation, c'est une question qui, là encore, est envisagée de deux manières. Les initiations dans l'histoire classique de l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité romaine, ce sont des pratiques sociales parfaitement documentées qui ont naturellement, toutes sans aucune exception, un fond religieux, mais qui s'ajoutent en quelque sorte à la vie religieuse habituelle, ordinaire, générale, dans tous ces peuples qui étaient tous religieux, d'une manière ou d'une autre, on baignait dans un monde qui était structuré par une vision religieuse. On y participait ou on y, on y contribuait plus ou moins, ou on y adhérait plus ou moins. Et puis, certains groupes ont développé un mode supplémentaire, un mode additionnel de relation avec le monde des dieux au sens le plus large et le plus vague hein, du terme, c'est l'initiation qui introduit une dimension personnelle. Donc, cette initiation, c'est en quelque sorte une volonté d'aller plus loin. Mais, et c'est très important, parce que ça permet de répondre à la deuxième question sur est-ce qu'un rite peut être initiatique s'il n'est pas spirituel, il a néanmoins existé, parallèlement à ce que je viens de dire, il a néanmoins existé dans tous les grands courants de civilisation, y compris dans les sociétés premières, des rites que nous qualifions d'initiation, mais que certains anthropologues, je pense notamment à Arnold van Gennep, qui a beaucoup travaillé sur ces questions à la fin du 19e et au début du 20e siècle, que certains anthropologues préfèrent appeler des rites de passage. C'est-à-dire qu'on gomme le mot initiation, c'était des pratiques rituelles qui rythmaient, qui scandaient, qui marquaient les différentes étapes de la vie. Il y avait les rites de puberté, il y avait les rites d'arrivée à l'âge adulte, et puis bien entendu, il y avait les rites liés à la mort, mais à chaque fois, on ne prétendait pas délivrer un enseignement particulier à celui qui passait par là, parce que c'était des rites obligatoires qui étaient inscrits dans la pratique sociale générale. Donc, pour répondre en résumé à la question, oui, il peut exister des rites qui ne sont pas initiatiques, et deuxièmement, l'initiation qui a le plus de rapport avec la spiritualité ou la religion, dans toutes les civilisations où elle est apparue, c'est un cas particulier réservé à certains, alors que les rites sociaux, qui ne sont pas religieux ou spiritualistes, étaient non pas réservés
à certains, mais obligatoire pour tous. Et dans les sociétés comme les nôtres, c'est très important, ces rites sociaux ont quasiment disparu. De votre ouvrage, c'est le rituel, à quoi ça sert? Alors, finalement, à quoi ça sert le rituel? Est-ce que c'est une introduction à l'ésotérisme ou alors il ne faut surtout pas que ça soit une introduction à l'ésotérisme? D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'est l'ésotérisme, bien entendu. Et d'ailleurs, dans le livre, je l'aborde ou je le rappelle. L'ésotérisme, comme le disait l'un des plus grands spécialistes de cette question, Antoine Fèvre, c'est un mot valise. C'est-à-dire que quand on se balade à travers les rayonnages d'une grande librairie, si vous allez dans le département ésotérisme, vous allez trouver des livres sur les ovnis, les boules de cristal, les accords toltèques et les bols tibétains. Évidemment, rien de tout ça n'a le moindre rapport avec l'ésotérisme. Donc l'ésotérisme, c'est une grille de lecture du monde qui, en Occident, s'est constituée, s'est cristallisée, s'est structurée à partir de la Renaissance. C'est une grille de lecture du monde qui, en une vision du monde, une façon d'aborder le monde. Et elle a toujours été en marge des grands courants religieux, et notamment du christianisme, mais elle n'est pas du tout incompatible, puisqu'elle s'est nourrie d'un certain nombre de données empruntées à la tradition chrétienne. Alors, la maçonnerie là-dedans, elle est née évidemment, alors, quand est-elle née? Ça, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, l'initiation maçonnique, les pratiques maçonniques se sont développées à partir de la fin de la Renaissance, le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle, dans un monde qui était à peu près unanimement chrétien, mais dans un monde qui, comme le rappelle Paul Hazard, à la fin du XVIIe, subit une crise de conscience. L'Europe, c'est la fameuse crise de conscience européenne, où toutes les valeurs traditionnelles commencent à trembler un peu. Or, et c'est ça qui est intéressant dans l'apparition du phénomène maçonnique, ce que beaucoup d'anthropologues observent, c'est que les rites sont des pratiques que l'esprit humain a suscitées pour donner pour prodiguer une sorte de réassurance aux individus et aux groupes humains qui ont parfois le sentiment de ne plus maîtriser le monde dans lequel elles se trouvent. Et à ce moment-là, les rites rétablissent un ordre que l'on maîtrise. Or, il se trouve qu'au moment où la pensée européenne a subi cette crise et a vacillé sur un certain nombre de valeurs fondamentales, la maçonnerie, j'allais dire comme par hasard, la maçonnerie est apparue avec ses rites. Alors, ce qui est vrai, et c'est le point que vous soulignez tout à l'heure, ce qui est vrai, c'est que elle a connu une très grande diversification. La maçonnerie, c'est un lieu commun de dire que la maçonnerie anglo-saxonne et la maçonnerie franco-latine ou française n'est pas tout à fait la même. Tout le monde sait ça. Mais finalement, quel est le point commun, le lien, le fil rouge de toutes les maçonneries? Parce que souvent, on pourrait se dire qu'il faudrait parler non pas de la maçonnerie universelle, mais des francs-maçonneries. Quel est leur point commun? Quel est le fil rouge? Ben, c'est tout simplement la persistance de rites initiatiques, même dans les formes de la maçonnerie, qui ont le plus ouvertement abandonné une prétention spirituelle des rites maçonniques. Roger Daché, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui clarifie l'importance et l'intérêt du rituel d'une manière générale pour l'humanité et pourquoi pas pour les francs-maçons.